Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Liberté d'expression. Avant d'aller plus loin, en tout cas, je voudrais d'abord présenter mes excuses pour les retards. On n'a pas commencé à 15h10 comme prévu. Désormais, chaque jour, vous nous suivrez sur Télé 7 à partir de 15h10 à 15h50 pour le compte de votre émission Liberté d'expression. C'est une émission pédagogique, hein? C'est une émission pédagogique qui vous instruit, qui vous donne des informations qui vont vous aider, hein? Qui vont vous aider vraiment dans votre parcours. Je ne sais pas dans quel domaine vous évoluez, parce qu'au cours de cette émission, nous allons aborder tous les sujets, beaucoup de sujets dans tous les domaines confondus. Pour aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire pour publier un livre, quelles sont les étapes, comment procéder. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de gens, qui se posent aussi cette question, mais nous allons apprendre avec vous, avec l'invité qui est présent sur ce plateau. Il s'appelle Denis Legrand, c'est un éditeur. Je crois qu'il va vraiment vous expliquer qui il est, ce qu'il fait. Bonjour, monsieur Denis. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. En tout cas, je vous laisse la latitude de vous présenter. Parlez-nous un peu de vous. Qui vous êtes? Bon, comme vous avez dit, je m'appelle Moukouloudi Denis. Okay. Et dans le domaine de la littérature, je m'appelle Denis Legrand. Denis Legrand en tant qu'éditeur. C'est un travail que j'ai commencé depuis 1979, 79 pour les Français, et que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Combien de temps? Vous avez de l'expérience, hein? Oui, j'ai de l'expérience parce que 79 jusqu'à 2023, c'est pas moins de 50 ans. Vraiment? Que je fais ce travail. D'accord, je crois que nous sommes tombés sur la bonne personne. Vraiment. Pour avoir de bonnes informations. Je vous en prie. D'accord. Monsieur Denis, pourriez-vous nous dire d'abord c'est qui un éditeur? Bon, dans le domaine du livre, nous avons ce qu'on appelle la chaîne du livre. La chaîne du livre commence par l'écriture du manuscrit par l'auteur, par l'écrivain, et ça se termine par la mise en ligne. La mise en ligne pour que les lecteurs puissent, les lecteurs lointains, qui n'ont pas l'occasion d'avoir le livre en dur, puissent le lire en ligne. Alors dans cette chaîne-là, l'éditeur est l'intermédiaire entre l'auteur et le lecteur. C'est l'éditeur qui fait le joint. C'est les livres, quand ils passent de l'auteur au lecteur sous forme de manuscrit, on n'appelle pas ça lecture d'un livre. C'est-à-dire là, on lit le manuscrit qu'il a écrit et puis c'est fait. Mais pour qu'il y ait lecture du livre, il faut que l'auteur présente son manuscrit à l'éditeur, l'éditeur le présente sous forme de livre et là ça passe au lecteur pour qu'il puisse lire. Donc l'éditeur fait comment je peux dire le rôle d'interface dans la zone intermédiaire. Voilà. Donc il est là dans la zone intermédiaire entre l'écrivain, l'auteur et puis les lecteurs. Voilà. Donc il fait la jonction entre ces deux personnes. C'est ça. D'accord. Et maintenant, pour écrire, je sais que c'est une question, hein, beaucoup de gens se posent cette question. Pour qui peut écrire les livres? En réalité, je vais vous surprendre, madame, c'est n'importe qui peut écrire un livre. N'importe qui? N'importe qui. Ok. Ça dépend maintenant de quel genre de livre vous voulez écrire. Parce que si quelqu'un, par exemple, prend l'habitude d'écrire chaque jour, quelque chose qui l'a frappé pendant la journée. Et on arrive à la fin de l'année, il a 365 petits faits qui l'ont frappé pendant toute l'année. Il peut en faire un livre, dire mes grands souvenirs de l'année. Il intitule ça comme ça. Donc c'est n'importe qui. Et maintenant ça dépend quel genre de livre. Il y a des livres scientifiques, il y a des livres de souvenirs, il y a des livres... Mais ici, pour cette émission-ci, je pense que nous venons pour les livres littéraires. Alors là,
ce n'est plus, c'est un domaine réservé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, quand vous dites un domaine réservé aux gens qui ont fait les lettres? Non, aux gens qui ont de l'inspiration. Ok. Vous pouvez avoir fait la médecine, vous pouvez avoir fait les mathématiques, vous pouvez avoir fait n'importe quoi, mais dès que vous avez l'inspiration pour écrire quelque chose qui puisse être ce qu'on appelle la fiction, qui ne colle pas tellement avec la réalité, même si le soubassement et la réalité est un fait qui s'est passé, vous pouvez vous prétendre écrire un livre. Donc, vous parlez de l'inspiration. Ça veut dire qu'il faut avoir un don. C'est un don. C'est un don. En fait, l'écriture est un don dans ce sens que vous devez avoir non seulement l'inspiration, mais la capacité de traduire cette inspiration en écrit. Et pas n'importe quel écrit, pas n'importe quel français. Parce que nous, ici, la langue officielle, c'est le français. Donc, vous devez maîtriser aussi la langue française. Non seulement la maîtriser, mais l'améliorer même. Avoir un français, comme on appelle ça, châtié. Donc, il faut parler parfaitement le français. Mais non, il y a ceux-là quand même Ça, c'est le langage parlé. Qui ont de l'inspiration. Oui, vous dites qu'il faut écrire, il faut avoir de la maîtrise de la langue française. Mais non, il y a ceux-là qui ont de l'inspiration, oui, mais n'ont pas cette maîtrise. Est-ce qu'elles n'ont pas droit d'écrire, de publier un livre? Ben, justement, quand vous allez bien lire la carte de visite de ma maison d'édition, vous verrez que nous sommes là, nous avons une équipe qui fait que quelqu'un peut écrire son livre sans grande maîtrise de la langue française. Il nous soumet ça, et alors, tout en respectant ce qu'il veut dire, ce qu'il a envie le message qu'il veut transmettre, nous lui mettons ça en bon français. Bon, expliquez-nous un peu comment est-ce que vous accompagnez quelqu'un qui a l'idée, qui a de l'inspiration, qui veut que ces inspirations-là soient couchées dans un livre. Quel est votre apport? Comment est-ce que vous accompagnez ces genres de personnes? Je prends un cas pratique qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Vous connaissez le Centre Wallonie-Bruxelles? Ok. Alors là-bas, au Centre Wallonie-Bruxelles, il y a la bibliothèque du Centre Wallonie-Bruxelles qui organise régulièrement des séances de travail sur la littérature. Alors dernièrement, nous avons fait avec M. Richard Ali, qui est le responsable de la bibliothèque, nous avons fait une formation des gens qui ont de l'inspiration et qui veulent écrire, mais dans le domaine de la nouvelle. Parce que le livre a plusieurs secteurs dans le domaine de la nouvelle. Alors, il y a eu une cinquantaine de jeunes gens qui se sont présentés. Et nous leur avons fait un atelier de 2 jours. Okay. Où ils ont appris à écrire des nouvelles. Et après ça, nous avons fait des exercices. Et nous avons remarqué que dans les exercices qu'ils nous ont retournés, parce que les copies, vous devez nous trouver, il y en a qui avaient quand même maîtrisé l'enseignement que nous leur avons donné et qui ont vraiment écrit une nouvelle. Donc, ça peut passer par des formations, par des ateliers, par des encadrements. Comme tout écrivain peut avoir un écrivain comme modèle. Et il l'approche, il dit, moi je voudrais écrire quelque chose, vous me servez de modèle, est-ce que vous pouvez m'encadrer? Il peut l'encadrer pour relire ses manuscrits, le corriger, l'orienter pour dire, par exemple, chaque genre littéraire a des règles. Il y a la nouvelle qui a ses règles, le roman qui a ses règles, le théâtre qui a ses règles. Alors il dit, vous êtes un homme de théâtre et j'ai besoin d'écrire une pièce de théâtre. Il fait ce que lui, dans son esprit, il pense être une pièce de théâtre. Il écrit et puis il donne à quelqu'un qui maîtrise mieux la... Et celui-là fait en sorte qu'il puisse donner une forme de pièce de théâtre à ce que lui a écrit. D'accord. Est-ce qu'il y a-t-il des exigences pour écrire un livre? Quelles sont les exigences? Qu'est-ce qu'il faut? En réalité, les exigences n'existent pas parce que votre émission s'appelle Liberté d'expression. C'est ça. Il n'y a aucune exigence. Tout celui qui pense qu'il peut écrire,
il écrit. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les critiques littéraires qui vont aller voir ce qu'il a écrit pour savoir si c'est vraiment de la littérature ou si c'est autre chose. Donc c'est n'importe qui peut écrire. Question que vous puissiez présenter ça alors à des gens que vous pensez qui ont déjà écrit ou qui sont des critiques, qui écrivent des littéraires, et ils essayent de vous orienter. Alors, comme vous avez dit, les exigences, la très grande exigence, c'est de maîtriser la langue dans laquelle on écrit. Parce qu'il y a des gens qui écrivent aussi en lingala, il y a des gens qui écrivent en Chiluba, il y a des gens qui écrivent de bons livres en Kikongo, en Swahili, des très bons livres. Et c'est question d'aller voir quelqu'un qui maîtrise d'abord le Swahili, ou le Kikongo, ou le lingala, ou le français, dans la langue dans laquelle vous avez écrit votre manuscrit, et qui peut vous aider à faire en sorte que votre langue respecte les règles de la langue en question. Parce que si vous ne respectez pas les règles de la langue, c'est difficile qu'on parle que vous avez fait de la littérature. Ok. Vous pouvez ne pas maîtriser la langue française, mais vous maîtrisez une autre langue, par exemple le lingala, Chiluba, Swahili. Donc vous aussi écrire dans ces langues-là. Alors vous allez faire la traduction, c'est ça? On peut publier ça dans la langue dans laquelle vous avez écrit. Okay. Et aussi, avec votre autorisation, on peut traduire. Mais il faut votre autorisation. Mais de plus en plus, ici au Congo, nous tendons un peu plus vers l'écriture en langue. Okay. Mais maintenant, là, lorsque nous parlons de l'édition, nous nous focalisons surtout sur l'édition en langue française parce que ce qui a en ce moment-ci, c'est beaucoup de gens. Sur 10 personnes, sur 10 écrivains, il y a au moins 7 ou 6 qui écrivent en langue française, donc la majorité. Alors, si nous voulons mettre à profit le temps qui nous est imparti, nous parlerons d'abord de la littérature en langue française et puis peut-être un autre jour revenir sur les autres littératures. D'accord. Maintenant, comment alors présenter son manuscrit? Normalement, chaque maison d'édition a ses règles. Chez moi, par exemple, le manuscrit, vous le présentez saisi. Pas manuscrit, c'est-à-dire écrit à la main. Il faut saisir. Après avoir écrit à la main, vous saisissez. Vous trouvez n'importe qui, il saisit. D'accord. Oui. Et là, il y a des exigences dans ce sens que il y a une police, c'est-à-dire le caractère dans lequel vous devez écrire, et il y a aussi l'espacement avec lequel vous devez écrire, et il y a aussi la taille de la police là. Alors, dans la maison d'édition, chez moi, je privilégie une police qui s'appelle Bookman. Alors, la taille, généralement, c'est 14. Pourquoi 14? Parce que c'est facile à lire. Quand vous descendez vers les 12, les 10, c'est difficile, il faut une loupe pour lire et ce sera difficile. Alors, l'espacement, c'est souvent 1,5, pour la simple raison qu'au moment où on corrige votre texte, celui qui est en train de corriger doit pouvoir écrire sur votre texte, là où il y a une faute, il puisse écrire. Quand vous avez un espacement où ça qui ne permet pas qu'on puisse écrire entre les lignes, c'est difficile. Là, il faut avoir une feuille à côté, écrire, dire telle ligne, tel paragraphe, c'est compliqué. D'accord. Et à quel moment alors présenter son manuscrit auprès d'un éditeur? C'est quand vous avez couché toutes vos idées ou bien quand vous avez commencé au début et puis vous êtes limité quelque part? À quel moment faut-il présenter le manuscrit? Bon, en fait, l'écrivain est libre de faire ce qu'il veut. Mais l'éditeur est tellement occupé. D'abord, c'est un homme d'affaires. L'éditeur est un homme d'affaires. Il a beaucoup de choses à faire et il n'a pas beaucoup de temps à perdre. L'éditeur aimerait que vous lui présentiez votre livre quand vous êtes vraiment sûr que c'est devenu un livre, que ça peut être publié. C'est vraiment à ce moment-là que vous pouvez lui donner.
Si vous lui donnez sous forme de... Aujourd'hui, vous lui amenez un chapitre, demain, vous lui amenez un deuxième chapitre, ça vous lui faites perdre le temps. Vous prenez tout le temps que vous voulez pour faire votre livre. Au moment où vous arrivez au point que vous dites, bon, maintenant, pour moi, c'est un livre. C'est dans ce moment-là que vous amenez ça chez l'éditeur. Donc, c'est quand vous avez... Vous êtes sûr vraiment que vous avez terminé. Vous avez fini de réfléchir. De réfléchir et d'écrire. Okay. De mettre par écrit vos réflexions. D'accord. Et dites-moi, expliquez-nous, comment est-ce que vous, en tant qu'éditeur, vous vous retrouvez et puis comment est-ce que l'écrivain aussi se retrouve? Bon, d'abord, je vais parler de l'éditeur selon vraiment les normes classiques. Okay. Un éditeur, selon les normes classiques, reçoit le manuscrit et il a ce qu'on appelle un comité de lecture. Et le comité de lecture jette un coup d'œil sur le livre. C'est le comité de lecture qui est vraiment à la base de la publication du livre. Parce que si le comité de lecture dit que ce livre c'est pas intéressant, le livre est classé ou carrément on retourne le manuscrit à son auteur. Mais lorsque le comité de lecture dit que le livre peut être publié, alors à partir de ce moment, on commence à analyser les livres. On analyse les livres sur le plan de l'écriture, on analyse les livres sur le plan éthique, on analyse les livres sur le plan des idées, tout ça. Et c'est à la fin qu'on peut dire, bon, maintenant, nous pouvons passer à l'édition. Alors, en principe... Là, vous êtes en train d'expliquer les étapes. Les étapes. Les étapes, oui. Voilà. Vous allez... Parce qu'avant, je vous avais posé la question, je voudrais savoir comment est-ce que vous vous retrouvez. Mais je voudrais en arriver. D'accord. En fait, ce que je vous dis, c'est pour arriver à l'étape. D'accord. Arriver à se retrouver. Alors, l'éditeur met son argent en jeu, il publie votre livre en X nombre et on met ça en vente. On met ça en vente. Et la vente, il doit calculer combien il a dépensé pour faire votre livre. Et puis après, quelle est la marge bénéficiaire qu'il doit avoir. Et quand on met ça en vente, la marge bénéficiaire là, vous partagez ça avec l'éditeur selon une clé de répartition. La part que l'écrivain va avoir, c'est ce qu'on appelle droit d'auteur. Droit d'auteur. Généralement, ici au Congo, ça varie entre 10 et 12% du prix de vente. Et l'éditeur, chez lui, comme c'est un commerçant, sa part, c'est des bénéfices sur l'affaire. Voilà, on se retrouve. Maintenant, ça, je vous ai parlé, je vous ai dit que j'ai commencé d'abord par, comment on appelle ça, le côté tout à fait classique. Maintenant, je reviens au côté purement congolais. Pour le côté congolais, l'éditeur congolais a du mal à se retrouver. L'éditeur congolais a du mal à se retrouver. Là, ça fait partie des difficultés. C'est de ça que je voulais justement parler. Parce que l'éditeur, malgré sa bonne volonté, il peut publier par exemple un livre en 1000 exemplaires. Et il peut mettre un prix, comment on appelle ça, même dérisoire pour que ça soit à la portée de tout le monde. Prenons par exemple 10 000 francs. Mais vous pouvez arriver à ce qu'à la fin de l'année, sur les 1000 exemplaires, il y a encore 800 exemplaires dans le stock qui ne sont pas vendus. Parce que il y a un adage contre lequel nous combattons pour le moment, qui dit que le Congolais ne lit pas. Mais en réalité, le Congolais lit. Parce que s'il ne lisait pas depuis 50 ans, j'aurais déjà fermé ma maison d'édition. Mais le vrai problème, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat d'abord, le pouvoir d'achat, c'est difficile que quelqu'un qui vit avec un pouvoir d'achat moindre puisse dépenser 10 000 francs pour acheter un livre plutôt que d'apprendre ces 10 000 francs pour acheter un écolo de foufou ou un poulet pour ses enfants pour qu'ils mangent.
il va faire la balance, il voit entre les livres et la vie de ses enfants. Quel besoin faut-il combler? Et généralement, il préfère le besoin de la famille. La famille, mais le deuxième problème aussi, c'est la volonté. C'est aussi une priorité. Hein? Oui. Parce qu'il faut les ventres enflammés. N'a point d'oreille. N'a point d'oreille. Oui. Mais le deuxième problème et le plus important, c'est la volonté. Parce que c'est la volonté qui, je dois dire aussi, sincèrement, avec mon expérience, que c'est une volonté qui manque. Parce que la même personne que tu trouves qui dit qu'il n'a pas 10 000 francs pour acheter un livre, mais lorsque tu entres, tu vas chez Kimbuta ici, sur les trucs là, tu le trouves sur une table pleine de bière et c'est lui qui offre la bière à tous les amis qui sont avec lui. Et là, il n'a pas 10 000 francs pour acheter un livre, mais il a au moins $100 pour faire boire ses amis avec les tabac et tout ça. Est-ce que la volonté compte aussi. Est-ce que cela n'est pas aussi dû à la culture des délires? Absolument. Les gens n'ont pas développé cette culture. Absolument. Et je crois que là, vous nous rejetez la balle. Parce que c'est une habitude qui se crée. Oui, parce que nous, par exemple, si moi je me suis lancé dans l'édition, c'est quelque chose qui, depuis mon enfance, depuis le collège, où les prêtres nous apprenaient à lire. Et alors, ça vous donne le goût de lire. Et vous voulez prendre ce goût-là que les prêtres vous ont donné, vous voulez transmettre ça aux autres. Alors, je crois que maintenant, la phrase que vous venez de prononcer là, c'est une balle que vous nous lancez à nous, les éditeurs, dans ce sens que, en même temps que nous nous plaignons que les gens ne lisent pas, en même temps, nous devons faire un effort pour donner la culture de la lecture aux gens. Donc, nous devons organiser des manifestations, des rencontres, des échanges sur les livres à partir de l'école déjà. Surtout dans les écoles. Dans les écoles, chez les enfants. Parce que quand il a ce goût-là, quand il est enfant, mon propre cas, il grandit avec ça. Quand il va grandir, quand il deviendra adulte, je vous jure qu'au lieu d'une bière, s'il a à choisir entre une bouteille de bière et un livre, il choisira le livre. Oui, parce que vous avez étudié là où on vous a inculqué ces goûts-là, cette culture-là. Oui. Est-ce que dans nos écoles aujourd'hui, on peut trouver des bibliothèques? Est-ce qu'il y a encore des enseignants qui transmettent ces goûts-là aux apprenants, aux élèves, de lire, de chercher vraiment à lire? Ici, je crois qu'il y a beaucoup de promoteurs d'écoles qui suivent cette émission qui vont m'en vouloir. Mais la vérité reste la vérité. Selon la façon dont l'État a fixé le Minerval, bon, je ne parle pas des écoles où il y a la liberté, la gratuité. La gratuité, c'est à l'école fondamentale. Oui. Au niveau primaire. Primaire, voilà. Maintenant, au niveau secondaire déjà, dans la structure de ce qu'on appelle Minerval, l'État a inclus un certain pourcentage pour l'achat des livres. Pour l'achat des livres et l'entretien d'une bibliothèque scolaire. Mais vous allez voir sur 100 écoles, s'il y en a 90 qui ont des bibliothèques, en tout cas, c'est une chance extraordinaire. Mais dans le Minerva que les parents payent, il y a cette quotité-là, prévue par l'État. Que cette quotité-là, ces petits pourcentages, même si c'est 1%, 1% de 1000, ça fait 1000. C'est beaucoup. 1% de 10 000, ça fait 1000. C'est quand même beaucoup, $1000. Avec $1000, on peut acheter combien de livres pour faire une bibliothèque? Mais c'est inexistant. Alors, qu'est-ce qu'ils font de ces pourcentages-là? Là, il n'y a que à eux qu'il faut aller poser la question pour savoir comment l'État vous permet d'avoir une bibliothèque à l'école. Et il a même mis dans le Minerval un certain pourcentage pour les livres. Comment se fait-il que dans votre école, vous n'avez pas de bibliothèque? Oui, mais la responsabilité revient aussi à l'État. La responsabilité revient de donner les données, mais il faut aussi vérifier, faire le suivi, voir si réellement l'argent là est affecté à l'achat des livres. Voilà. C'est ça aussi le problème. C'est ça. Aujourd'hui, même dans des écoles, on voit nos enfants, quand ils rentrent de l'école, voilà, on aura
on aura la lecture demain. Il nous faut 500 francs pour acheter la copie des textes, pour même distribuer, donner des livres aux élèves. C'est très difficile. On leur donne des copies, on fait la photocopie d'un texte, puis on distribue des copies aux élèves pour lire. C'est aussi un problème. Et même sur le plan de l'édition, c'est une entorse. Quand un éditeur a sorti un livre, c'est pour que ce livre soit vendu et qu'il se retrouve, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais lorsque vous faites des photocopies et que vous vendez ces photocopies aux enfants, c'est vous qui vous retrouvez à la place de l'éditeur et à la place de l'auteur. L'auteur n'a rien. Alors qu'en principe, ça devrait être, si vous avez 30 donc élèves dans la pratique, c'est une mauvaise pratique qu'il faut combattre. Il faut bannir, il faut vraiment bannir, il faut combattre ça. La meilleure solution serait quoi? Ces livres-là dans lesquels vous avez trouvé ces textes-là, ce serait question de dire à la direction, vous avez 30 élèves dans votre classe, d'acheter 30 livres et de donner à chaque élève un livre. Ou si l'école n'a pas l'argent pour acheter des livres, de recommander ces livres-là aux écoles, aux élèves, leur dire, vous mettez dans le cahier de communication que nous avons un livre ici, que nous étudions à l'école, ça s'appelle autant, par exemple le livre Zamenga, un croco à l'osi, ça coûte 2000, et chaque élève est tenu d'avoir ça. Les parents sortent 2000, ils donnent à son élève, à son enfant, et lors du cours, vous savez, chaque élève qui a son livre devant lui, plutôt que d'avoir des photocopies. Ça, c'est condamnable, c'est condamné par l'État. Avec ce que nous appelons le dépôt légal, que nous allons prendre à la Bibliothèque nationale. Si on vous surprend en train de faire ça, on vous traduit en justice et vous payez des amendes très graves. Donc, parce que c'est protégé. Ça fait partie de problèmes ou des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Quelles sont encore d'autres difficultés auxquelles vous êtes confrontés en tant qu'éditeur? En tant qu'éditeur, il y a beaucoup de difficultés auxquelles nous sommes confrontés. En principe, un éditeur devrait avoir une imprimerie. Parce que lorsque vous êtes éditeur, quelles que soient les bonnes conditions que vous offrez aux écrivains, mais quand vous allez à l'imprimerie pour imprimer le livre de votre auteur, l'imprimeur, lui, ça ne le regarde pas. Lui, son problème avoir l'imprimerie, là, c'est à la charge de l'éditeur lui-même. Il devrait avoir une imprimerie. Et vous en avez chez vous? Dans un premier temps, je n'en ai pas en propre, mais je suis partenaire. Okay. Je suis partenaire à une imprimerie. Donc, j'ai mes parts là-dedans. Mais l'essentiel serait qu'on soit... Alors, nous avons également le problème de papier. Le papier, ici au Congo, coûte énormément cher. Alors que nous avons des forêts où il y a des arbres. Parce que le papier est fait à partir des arbres. C'est ça. Oui. Alors que nous n'avons... Ici au Congo, on importe. On exporte les bois, on importe le papier. Alors que nous devons... Nous, avec nos matières premières, les produits finis, ça se fait ailleurs. Et quand ça nous revient, ça revient plus cher que ce que nous leur avons donné. Alors que l'essentiel serait qu'on puisse mettre sur place des usines de transformation pour que notre bois, on le transforme en papier. Et ça baisserait le prix du papier. Automatiquement, ça baisserait aussi le prix du livre. Le prix du livre. Alors, le troisième problème, c'est le problème de transport. Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo, mais ce n'est pas la République démocratique. La République démocratique du Congo a 26 provinces. 26 provinces. Quand un bon éditeur, quand il a produit un livre, son bonheur à lui, c'est que ces livres-là arrivent dans les 26 provinces. Or, il s'est fait qu'avec le transport, le coût du transport au kilo qu'on vous donne dans les frais, ça décourage. Ce qui fait que quand vous publiez un livre, vous tournez avec ça ici à Kinshasa. Or, vous êtes connu à Kinshasa et vous tournez là. Si moi je suis connu à Lubumbashi et à Kisangani, c'est parce que j'y étais et que j'y ai travaillé et que j'ai fait là-bas mes éditions. Je faisais mes éditions là-bas à Lubumbashi. Là, on peut connaître. Mais ici, à quelques kilomètres ici à Matadi, je ne suis pas connu. Et chez moi, il quitte ici, je ne suis pas connu. Et au Kassai, tout ça,
Je ne suis pas connu parce que c'est difficile pour moi d'envoyer un livre, même en 100 exemplaires. Le prix qu'on va me donner pour le fret, ça risque d'être tout mon bénéfice pour le colis que j'envoie. Automatiquement, je suis découragé, je ne peux plus envoyer. Si pour le fret, je dois payer par exemple $50, et que si le livre-là vendu en Bujimaï doivent me rapporter $50, ça me sert à quoi d'envoyer ces livres en Bujimaï? Ça me sert absolument rien. Donc vous êtes confronté à beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et que faut-il faire alors? Quelles sont vos propositions, les solutions que vous préconisez? Oui, les propositions, c'est d'abord que l'éditeur, quand il édite les livres, il fait un travail pour l'État. Il y a des livres pour mettre les gens à l'aise. Il y a des livres pour parler des élections. Il y a des livres pour parler de savoir vivre en société. Et cela demanderait que l'État puisse subvenir, nous subventionner. Donc, faire en sorte que l'État puisse vous accompagner. Nous accompagner pour que nous puissions avoir Nous accompagner, ça peut être de deux façons. De trois façons. La première façon, c'est de nous subventionner carrément. Par exemple, j'ai besoin d'une imprimerie à moi et non pas être partenaire. L'État me donne l'argent, j'achète tout ce qu'il faut pour l'imprimerie et avec une capacité de remboursement qui ne me mette pas la corde au cou, où je peux rembourser facilement. Le deuxième accompagnement, ça peut être, je produis les livres. Par exemple, j'ai fait 1000 exemplaires. L'État peut m'acheter 500 par exemple. 500 exemplaires pour donner dans des écoles, pour vendre dans des écoles, ou pour mettre dans des bibliothèques publiques. Ça, c'est encore quelque chose. Et la troisième, c'est faire en sorte que l'État prenne une mesure pour que les livres congolais puissent circuler dans les écoles. Or, pour le moment, pour qu'un livre congolais entre à l'école, c'est tout un problème. Et ce n'est pas le moment, c'est pas le lieu de le dire. Monsieur Denis Legrand, alors, que direz-vous aux parents? Comment est-ce que les parents peuvent faire pour instruire, inculquer à leurs enfants ces goûts ou cette culture-là de la lecture? Ce que je dirais aux parents, c'est que nous parents, parce que je suis compris moi aussi, nous aussi, nous sommes impliqués là-dedans. Au lieu d'acheter des jouets aux enfants, achetez-leur des livres. Il y a des livres pour enfants. À partir de la maternelle déjà, des livres avec des images, et pas d'écrire des images. Les enfants comprennent beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Okay. Voilà. Alors, offrir lors d'un anniversaire, au lieu d'offrir je ne sais pas quoi, offrir à l'enfant un livre. Parce que quand il va se dire, mais si à mon anniversaire on m'offre un livre, c'est que le livre a une très grande valeur. Et l'enfant va grandir avec ça, comme ça. Mais c'est surtout à l'école. Et je vais terminer par là parce que nous, le goût de la lecture, nous avions commencé. Chaque semaine, le lundi, le professeur de français distribuait des livres aux élèves, des titres différents. Chaque élève devait aller lire ça chez lui, faire un petit résumé d'une page. Et il y avait un jour où chaque élève venait exposer à ses amis le contenu du livre qu'il a. Pendant 1 ou 2 minutes, il expose à ses amis qu'est-ce qu'il a lu dans ce livre, quel est l'intérêt de ce livre et tout ça. Et ça donnait de l'émulation. Les gens voulaient... alors il y a quelque chose qui dit que ça, nous devons relever ces défis-là. On dit que si vous voulez cacher quelque chose à un Congolais, mettez-le dans un livre. Vous êtes sûr que il ne le verra jamais. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Denis. C'est à moi de vous remercier. Merci de répondre à notre invitation. Je crois que vous reviendrez encore. Ça dépend de vous. Je suis disponible. D'accord. Merci, merci à vous. Vous, nos téléspectateurs, en tout cas, merci pour le temps que vous avez consacré pour nous suivre. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous demain à 15h10
jusqu'à 16h juste. Nous serons là pour vous servir. Dans l'entretemps, les programmes continuent sur Télé 7.